Nous partons maintenant à la découverte de la province la plus peuplée du Canada, l'Ontario. Cette province compte plus de 352 000 francophones, une population qui a augmenté de 5% de 2016 à 2021 et près d'1 500 000 personnes qui peuvent soutenir une conversation en français, soit 11,1% de la population. La population francophone est largement concentrée dans l'est et dans le nord-est de l'Ontario, avec une grande proportion qui vit dans le centre de la province. C'est donc dans l'est de l'Ontario qu'on est allé rencontrer des francophones pour en apprendre sur l'historique, la culture et les enjeux franco-ontariens. Nous nous sommes déplacés au MIFO, le mouvement d'implication francophone d'Orléans, soit le plus grand centre culturel franco-ontarien qui met en lumière la culture francophone et favorise l'expression culturelle de la communauté d'Orléans et de ses environs depuis 1979. Alright, donc moi c'est Marie-Pierre Héroux, puis je suis étudiante à la maîtrise en histoire, puis j'étudie ici à l'Université d'Ottawa, puis j'étudie les mouvements jeunesse franco-ontariens, puis leur implication, leur participation dans la lutte pour avoir des universités francophones en Ontario, puis réformer les universités bilingues aussi. En 1916, le gouvernement ontarien adopte le règlement 17, imposant l'anglais comme seule langue d'enseignement dans les écoles de la province. Cette mesure cesse d'être appliquée en 1927 et est complètement abandonnée en 1944. Mais je pense que la première chose qu'il faut savoir, c'est que les Franco-Ontariens, on a dû se battre pour vraiment avoir tous nos droits quand on parle surtout du système d'éducation. Il a fallu qu'on se batte pour avoir nos écoles primaires, nos écoles secondaires, nos collèges, puis maintenant nos universités. Donc je pense que ça, c'est la première chose à... Puis c'est vraiment une lutte là, qui dure là, depuis... Là, oh my God, je ne suis pas dans le maths, mais quoi, 100 ans, plus que 100 ans. On pense au règlement 17 au début des années 1900, les écoles secondaires aux années 60, 70, 80, les collèges 90, puis maintenant l'université. Donc c'est vraiment, je pense que ça, tu vois, ça va vraiment quasiment toute le timeline de l'histoire de la communauté franco-ontarienne peut se définir dans ces luttes pour ce système d'éducation-là. On peut penser aussi à SOS Montfort. Donc on s'est battu pour garder notre propre hôpital francophone en vie. Sur le règlement 17, ce que c'est le gouvernement de l'Ontario qui a décidé d'interdire l'instruction en français. Donc, dans le fond, toute l'instruction en français a été limitée à, comme je pense, peut-être 2 heures par jour, puis même à ça, à certains niveaux, il n'y en avait pas. Donc, la communauté dans le temps s'est vraiment assez mobilisée, puis on parle la bataille des épingles à chapeau. Donc, la légende dirait qu'il y a à l'école Gig à Ottawa, il y a des maîtresses d'école qui seraient sorties sur le perron de l'église avec leur épingle à chapeau pour essayer de reculer les policiers qui s'en venaient pour fermer l'école. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignantes puis de mères de famille qui ont décidé d'enseigner clandestinement le français. Donc, eux ont fait laisse faire le règlement, on va ouvrir nos propres écoles clandestines, puis on va quand même enseigner à nos enfants en français. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a quand même une génération de personnes qui ont pas pu avoir une éducation primaire en français. Puis je pense que ça se voit, mais heureusement, la communauté était capable de revenir de ça, mais je pense que c'est ça. Sur SOS Montfort, ce que c'est que le gouvernement de l'Ontario a décidé dans un temps où c'était un gouvernement conservateur qui voulait couper dans les dépenses, puis tout ça, faire des économies, a décidé c'était une grosse réforme du système de santé en Ontario, dont une, c'était de fermer l'hôpital Montfort, qui était dans le temps la seule hôpital universitaire en français. Puis là, la communauté, elle a fait comme « Wow! Tu peux pas nous enlever notre propre hôpital. » Puis je pense qu'à ce temps-là, quand ça s'est passé, c'était la plus grosse mobilisation de la communauté franco-ontarienne dans le temps. C'est des milliers et des milliers de personnes qui sont allées au centre civique à Ottawa et ont manifesté SOS Montfort. Il y a eu des marches. Puis c'est un mouvement là qui a vraiment, c'est vraiment un mouvement d'envergure. Ça a même fait des échos au Québec, ce qui n'était pas nécessairement, c'était nouveau pour ce temps-là. Donc c'était un grand mouvement vraiment de toute la communauté à travers la province pour lutter contre la fermeture de cet hôpital-là. Avec le mouvement SOS Montfort, des milliers de personnes se sont mobilisées afin de lutter pour leurs droits. Mais dans l'histoire des luttes franco-ontariennes, il y a 2 personnes courageuses qui se distinguent des autres. C'est vraiment cheesy à dire, mais je pense que comme dans mes modèles
pour moi, depuis que je suis vraiment enfant, c'est les Sœurs des Loges. Donc, l'histoire, c'est que c'est deux sœurs, deux institutrices qui se sont battues contre les règlements de 7, donc qui ont continué à enseigner aux enfants en français malgré l'interdiction, malgré le règlement du 7. C'est des femmes qui se sont battues vraiment pour leurs droits. Puis pour moi, en tant que jeune femme aussi, je pense que j'ai toujours trouvé un peu cette inspiration-là de les voir qu'eux ont été capables de lutter. Puis eux, c'est aussi comme des menaces de la police, donc tu sais, comme vraiment des menaces de se faire arrêter, puis tout ça, puis ils ont quand même continué d'enseigner en français. Fait que pour moi, ça a toujours été une grande inspiration. Fait que quand je pense au règlement 17, je pense toujours aux Sœurs des Loges. Ensuite, nous avons visité la Maison de la francophonie d'Ottawa, centre communautaire qui sert de lieu de rassemblement pour les francophones de la région, pour rencontrer le créateur de théâtre et activiste communautaire originaire de Sudbury, Alex Tétrault, dans le cadre de la tournée d'une de ses pièces de théâtre. La communauté franco-ontarienne est riche de culture et grâce à Alex, on découvre l'importance de la découvrir et de la nourrir. J'ai toujours eu comme une espèce de volonté d'engagement communautaire, mais spécifiquement, ce qui m'attire avec Théâtre Action, c'est que c'est vraiment une association par et pour le milieu théâtral. Donc, on est capable de ensemble se partager des ressources, se partager des trucs, se dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, puis essayer de trouver des solutions ensemble. Puis je pense que c'est vraiment ça l'importance d'un organisme comme Théa, c'est tu rassembles des gens qui individuellement seraient pas capables de trouver des solutions, parce que souvent les enjeux auxquels on fait face comme milieu, c'est vraiment des enjeux systémiques, comme des soucis de financement, des ressources humaines, juste le burn-out généralisé. Et donc, je pense qu'ensemble, on est capable de vraiment de l'affronter, de les affronter, ces défis-là. Puis moi, j'avais envie de participer à ce processus-là. Le nord de l'Ontario est quand même assez isolé du restant de la province, juste par la force des choses, par la géographie. On a aussi une beaucoup plus petite population, donc généralement, il y a moins d'artistes. Plusieurs artistes vont trouver ça difficile de vivre uniquement de leur art dans le nord de l'Ontario. Moi, je dirais que c'est presque impossible. Et donc, vont souvent se diriger vers Ottawa, vers Montréal ou vers Toronto, peut-être une autre province, pour essayer de trouver d'autres occasions de travail. On a aussi, depuis quelques années, plus de programmes de formation en théâtre dans le Nord, après les coupures à l'Université Laurentienne en 2021. En ce moment, c'est problématique, mais on va le ressentir encore pendant un certain temps, comme une difficulté de former une relève puis de la garder dans la région. Mais il y a quand même des gens qui quittent puis qui reviennent. Fait que ça, c'est nice. Dans notre coin, on a quand même beaucoup d'artistes qui créent. On a une forte tradition de clowns dans notre région. Donc, il y a beaucoup de ça aussi. Puis, en ce moment, il y a une compagnie de théâtre professionnelle dans tout le nord de l'Ontario. Puis ça, c'est le Théâtre du Nouvel-Ontario. Il y a quand même quelques artistes qui tentent de se partir leur propre petite boîte. Par exemple, le Théâtre Mauve Sapin qui est à Hearst. Donc, ce que je dirais, c'est que la scène théâtrale dans le nord de l'Ontario est petite, mais elle est robuste. Puis, écoute, nous autres, on s'amuse à faire nos niaiseries dans notre coin, puis c'est ça. Le plus grand défi, je pense, c'est d'avoir une offre de programme qui est complète et qui est intéressante. Justement, si le seul programme de théâtre en français est à Ottawa, ben les jeunes qui veulent étudier en théâtre vont pas rester dans le Nord parce qu'ils n'ont pas cette occasion-là. Un des enjeux que j'avais vécu quand j'étais à la Laurentienne, parce que moi, j'ai décidé d'aller étudier là spécifiquement pour le programme de théâtre, parce que j'ai aussi fait des études en sciences politiques, mais ça existe dans à peu près toutes les universités. Fait que je me suis dit, je vais me concentrer sur la chose que je veux faire. Ce qui arrive souvent, c'est que
oui, un programme est offert dans une université en français, mais l'offre de cours est peut-être pas aussi intéressante qu'elle pourrait être. Il y a peut-être moins d'options et donc on finit par devoir prendre certains cours en anglais quand on est à l'université. Puis il y a plusieurs jeunes qui vont juste décider d'aller étudier juste en anglais. Aussi parce qu'il y a certains programmes en anglais ou des universités anglophones qui ont un peu plus de prestige, admettons. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est d'avoir des occasions, une offre de programme en français assez intéressante qui pourrait les encourager à aller étudier en français. Allons maintenant à la rencontre de deux ambassadeurs ontariens du Français pour l'avenir 2024, Georges Wu et Rosanne Nadeau, qui présentent des points de vue différents, mais tout aussi importants au sujet de leur réalité francophone. J'ai grandi dans un quartier à Toronto qui était primairement anglophone, mais j'ai passé mes études dans une école qui était francophone. Donc, j'ai fait toutes mes études, les maths, les sciences, tout ça en français. Parce que non seulement c'est ma première langue, mais c'est aussi quelque chose qui me sert à tous les jours, puis que je vis à tous les jours avec ma famille, puis c'est avec le français que je peux communiquer avec ma famille, mes amis, tout ça. Puis vu que je comprends le français, je suis capable de vivre plusieurs activités, puis tellement d'événements super importants, comme le FNGA par exemple. Je vis dans plusieurs mondes, donc il y a une proverbe tchèque qui c'est comme on vit une vie pour chaque langue qu'on parle. Si on parle seulement une langue, on vit qu'une fois. Donc, je pense que le français, pour moi, c'est une bonne opportunité de découvrir une nouvelle partie de la monde, une nouvelle partie de la culture, une nouvelle partie de moi-même. Parce que si on seulement connaît parler une langue, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de portes qui sont fermées sur nous parce qu'on n'a pas cette capacité de même les voir, de même les apercevoir. Comme les organismes comme le Français pour l'avenir, par exemple, qui organisent plein d'activités comme le FNGA, tu sais, ça change ta vie. À cause du FNGA, j'ai eu plusieurs autres opportunités, comme à l'école aussi. Les profs, ils sont super présents, donc on peut organiser tellement d'activités, tu sais, comme des pep rallies, des barbecues, tout ça. On peut inviter des artistes. Puis ça, je trouve que c'est vraiment important pour comme la vie scolaire. Puis ça promouvoit la francophonie en même temps. Donc je trouve ça super important. Puis aussi, être au courant de ce qui se passe dans la communauté, c'est vraiment important parce que là, je peux aller à plein d'événements, tout ça, comme les mardis, une fois par mois, je vais au MIFO voir l'impro, comme c'est toutes des petites opportunités que c'est important de prendre parce que c'est super le fun. Puis moi, personnellement, c'est ça qui me rapproche à ma francophonie. Les cours de français à mon école secondaire sont très peu peuplés et je pense qu'une partie de ça, c'est que les gens ne découvrent pas, ils pensent que le français, c'est quelque chose qu'on étudie dans une salle de classe, c'est seulement quelque chose où on fait de la grammaire, on seulement fait de la pratique de la vocabulaire, c'est seulement des choses qu'on peut travailler dans la salle de classe, mais en réalité, une langue, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment apprendre dans une classe, c'est quelque chose où il faut sortir, il faut parler avec les gens qui ont cette langue comme leur langue maternelle et il faut découvrir leur patrimoine. Donc parler une langue, c'est plus comme vivre une langue. Et je pense que les avantages pour apprendre le français, c'est que le français nous ouvre beaucoup de portes. Il y a beaucoup d'opportunités qui seront caché de nous si on parlait pas le français. Juste dans le français pour l'avenir, il y en a beaucoup de l'opportunité pour les jeunes qui sont francophones. À titre d'exemple, comme le concours de rédaction, si je n'avais pas pu parler français, j'aurais jamais avoir su de ça. Je pourrais être très positive, mais en même temps, il n'y a pas juste du positif. Je crois qu'en ce moment, un des enjeux où ce qu'on entend beaucoup parler, c'est l'éducation puis les opportunités qu'on a pour étudier en français. Donc moi puis mes amis, en ce moment, on parle beaucoup des opportunités postsecondaires, le manque d'université puis comment ils sont placés aussi
Donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on perd beaucoup de francophonie en Ontario, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'opportunité d'aller étudier en français après le secondaire à cause qu'on n'a pas assez d'opportunités francophones. En ce qui concerne les inconvénients, je sais que la plupart des étudiants à mon école secondaire, la raison pour laquelle ils disent qu'ils ne prennent pas les cours de français, c'est parce que ils pensent que les cours de langue sont un gaspillage de temps. Selon moi, je pense pas comme ça. Je pense que dévoter ton temps à une langue, c'est quelque chose de très important de faire. Je pense que chaque étudiant devrait de le faire pendant leurs études secondaires, mais il y a des gens qui pensent que les langues sont des académiques à deuxième niveau, donc au bas des sciences et des maths. Mes plus gros défis, tu sais, c'est pas comme un gros défi, mais c'est quelque chose, comme personnellement par rapport à ma francophonie, c'est ça mon plus gros défi. Genre quand je parle à ma famille, tu sais, comme ils me reconnaissent pas autant bien, parce que souvent, comme la moitié de ma famille sont québécois, puis ils savent que j'étudie en Ontario puis que je suis ici, puis on dirait qu'eux, ils reconnaissent pas que les francophones, ils existent à Ottawa, puis qu'il y en a vraiment, puis qu'ils sont aussi francophones que eux. Fait que je pense que vraiment comme me faire juger à cause de ça, c'est mon plus grand défi. J'ai appris l'anglais et le français depuis un âge très jeune. Donc, quand j'apprenais le français, je n'avais pas cet étage de comme l'insécurité linguistique. Mais quand j'ai grandi, donc à l'école secondaire, j'ai pris les cours d'espagnol. Et quand j'apprenais l'espagnol et quand c'était temps de faire face à une personne qui parlait l'espagnol comme langue maternelle, il y a vraiment ce sens de honte ou ce sens de crainte que ton accent ou tes capacités de parler cette langue n'est pas assez de communiquer avec les gens qui parlent cette langue comme langue maternelle. Et je dirais aux gens qui font face à ça actuellement, il faut qu'on n'ait pas honte de notre accent, même s'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas un accent, qu'ils parlent le français parfait, ils ne vous disent pas la vérité. Chacun sur le monde, ils ont leur accent propre. Et je pense qu'on doit encourager les gens qui prennent le défi d'apprendre une nouvelle langue, pas de les décourager en disant que tu as un accent, ce n'est pas bien, tu ne connais pas les mots, c'est pas du bon français. Et c'est ça. Mais honnêtement, il faut en parler, puis il faut les vouloir aussi. C'est quelque chose que si on garde notre bouche fermée, puis on fait juste en parler entre nous, ça fonctionnera pas. Tu sais, comme il faut aller plus loin que ça. Je pense qu'on devrait, tu sais, aller parler comme aux universités en tant que telles, ou genre, tu sais, faire comme plus, tu sais, de vidéos, tu sais, comme faut donner plus de visibilité aux jeunes, parce que je crois que on s'en parle beaucoup comme entre nous, mais comme ces conversations-là, ils sont pas entendus plus loin que juste nous. Donc, ouais, se donner plus de visibilité. Ben, je crois que c'est comme une raison principale de pourquoi le français est en déclin. Puis, je trouve ça vraiment triste qu'on n'en parle pas assez, parce qu'on dirait que le français, ben toutes les langues, en fait, il y a tellement d'accents différents. Puis je crois qu'entre nous, genre, des fois, c'est très inconscient, mais on dirait que tout le monde se juge tout le temps. Tout le monde juge ses accents, mais comme je crois qu'on devrait juste comme embrasser nos accents, tu sais, genre, c'est super beau. Puis je crois que le fait de se faire juger tout le temps, ça a comme un effet néfaste sur les jeunes qui fait en sorte qu'ils veulent arrêter de parler en français. Puis aussi, des fois, c'est ça, c'est à cause de ça qu'ils ne parlent pas en français à l'école, puis qu'ils ne voient pas le point de parler en français, puis de vivre en français. Fait que je crois que c'est vraiment important de juste, tu sais, on est comme une communauté, on devrait juste s'unifier, être ensemble. Puis je crois que les jeunes, ils voudraient plus participer aux événements, puis parler en français, puis ils seraient plus fiers si on parlait plus de l'insécurité linguistique. Le déclin du français, je pense que c'est un peu comme l'érosion de la culture du Canada. Je pense que ce qui fait le Canada unique, c'est cette identité d'avoir les deux langues officielles, d'avoir le anglais et le français, pas seulement le anglais. Je pense que c'est important pour moi de faire une différence dans ma communauté parce que j'ai déjà vu le déclin du français avec mes yeux propres. Donc, mon école élémentaire où j'avais fait mes études,
pendant 8 années, de la première année jusqu'au 8e. Maintenant, ils ont seulement le programme de français pour la première année jusqu'au 4e, parce qu'ils ne peuvent pas trouver des professeurs qui parlent français et qui enseignent les maths, les sciences, la géographie, l'histoire et tout ça. Et je pense que ce phénomène, je pense que c'est pas seulement ma communauté, je pense que c'est quelque chose qui afflige le Grand Toronto et je pense peut-être l'Ontario comme le tout. Je pense que c'est important de reconnaître que la langue française, c'est une institution canadienne et c'est quelque chose qu'on doit protéger. C'est dur à mettre une définition sur qui est franco-ontarien. Puis moi, ma définition, c'est si tu parles français en Ontario, puis tu t'identifies à une certaine partie de la culture, à un certain aspect de la francophonie ontarienne, then t'es franco-ontarien. Être franco-ontarien, être francophone, c'est se réveiller chaque matin puis choisir de vivre sa vie en français. Pour moi, quand j'étais jeune, c'est quelque chose que je prenais pour acquis parce que tout se passait en français. Mais depuis que je suis adulte puis que j'ai commencé mes études puis que je suis sortie de ce milieu familial-là, je réalise à quel point c'est un choix important à prendre. C'est un choix que tu te réveilles chaque matin. Puis c'est le fun à faire puis c'est des défis vivre en français. Une identité franco-ontarienne, c'est pas quelque chose de facile à vivre, mais je pense que ça vaut tellement les défis, tellement tous ces questionnements-là, ça vaut la peine. Moi, j'ai passé un été, il y a une couple d'années, j'étais allée passer un été complet en Saskatchewan, donc pour un organisme francophone. J'ai travaillé pour la Société historique de la Saskatchewan. Puis j'ai eu la chance de rencontrer d'autres organismes francophones de la Saskatchewan, puis j'étais vraiment épatée à quel point est-ce qu'eux aussi, en Saskatchewan, en français-squazi, comme qu'on pourrait dire, eux aussi, la diversité, c'est vraiment un enjeu, puis la diversité puis l'immigration fait tellement partie de la francophonie dans cette province-là aussi. Puis je pense que ça fait partie de l'avenir de la francophonie au Canada. Puis encore les jeunes, j'ai travaillé un peu avec des jeunes un peu partout au Canada aussi. Puis je vois à quel point est-ce que les réalités sont différentes, mais le but est commun de juste de pouvoir vivre en français, de pouvoir revendiquer nos droits en tant que communauté francophone. Je pense que c'est les jeunes qui portent vraiment ces luttes-là un peu partout à travers le Canada aussi. Finalement, venant de Sudbury, Jacqueline Gauthier, directrice du Centre Fora, s'adresse aux jeunes avec un message inspirant. Ayez confiance en vous et en votre francophonie. Apprendre, c'est prendre sa place, toute sa place, partout dans le monde. Puis quand on est francophone en Ontario, ça va pas de soi. Donc, il faut faire l'effort. Tu dis, OK, je m'en vais voir tel film au cinéma en anglais, tu devrais mettre quelque part dans ton horaire, trouver un film sur Netflix en français puis le regarder pour faire un équivalent. Ou lire un livre en français. Mais il faut faire l'effort. Quand on n'utilise pas une langue, on la perd. Puis ça, c'est triste. Moi, je trouve ça, surtout avec la richesse de la langue puis de la culture française, c'est triste. Alors, faites l'effort, ça vaut la peine.